Le 3 novembre 2006, un homme du nom de Edwin Carter est admis à l'University College Hospital de Londres. Il présente des symptômes inquiétants, mais assez banals. Il vomit énormément, se tord de douleur et est complètement affaibli depuis 2 jours. Il demande à parler à la police anglaise et leur dit ne pas s'appeler Edwin Carter, mais Alexandre Litvinenko, et être en réalité un ancien espion russe réfugié en Angleterre. Les policiers anglais ne le savaient pas encore, mais c'est le début d'une enquête absolument incroyable. Bonjour, je m'appelle Tiffen, bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de vous raconter une histoire aujourd'hui qui, moi, me fascine depuis très longtemps. J'espère qu'elle va vous fasciner autant que moi. J'ai essayé de faire au mieux pour illustrer par des vidéos et des photos, mais vous allez très vite comprendre que c'est pas aussi facile d'illustrer ce genre d'enquête. Je vous en dis pas plus, je vous laisse vous installer et lorsque vous êtes prêts, on est parti. Alexandre a 2 frères et une sœur. Il a une éducation assez stricte. Il a une enfance assez banale, il ne se fait pas remarquer. On le décrit néanmoins comme étant un petit garçon très drôle, très sportif. Il a de très bonnes notes à l'école en sport. Il fera une scolarité classique avant de s'inscrire à l'armée et d'être repéré par le KGB et à sa suite FSB, qui sera du coup le successeur du KGB en Russie. Ces 2 spécialités dans le KGB et puis après dans le FSB seront la mafia russe et le crime organisé russe. Il aura des années assez classiques à nouveau dans son boulot, il n'a pas de problème, il est même considéré comme étant une très bonne recrue. Et en 1994, un couple d'amis va finir par lui présenter Marina, avec qui il se mariera et aura un fils du prénom d'Anatoly. Alexandre et 4 de ses collègues vont prendre la décision de donner une conférence de presse pour révéler au grand jour et au public russe toute la corruption qu'ils ont découvert ainsi que les demandes illégales dans le FSB. Et Alexandre sera d'ailleurs le seul homme pendant cette conférence de presse à ne pas porter de cagoule, donc à avoir le visage à découvert. Ils vont notamment révéler qu'ils ont découvert que le FSB était responsable de toute une vague d'attentats perpétrés la même année. Si vous voulez, il y a plusieurs attentats à la bombe qui ont lieu en Russie, donc des bâtiments entiers se sont effondrés, sauf que Alexandre et ses collègues ont découvert et ont d'ailleurs pris sur le fait des agents du FSB en train de placer eux-mêmes les bombes dans ces résidences. Donc en fait, le FSB avait organisé les attentats et après s'était fait porter glorieux, si vous voulez, d'avoir réussi à en déjouer d'autres, alors que tout était de leur ressort en fait, tout était de leur faute depuis le début. Donc Alexandre et ses collègues ont décidé de dénoncer ce genre de choses, et même si une enquête avait à l'époque été officiellement ouverte pour les attentats, bizarrement elle a jamais abouti. C'est-à-dire que l'enquête a été abandonnée en plein milieu de chemin. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui devaient témoigner dans cette enquête qui ont été réduites au silence, tout simplement. On les a menacés pour qu'ils ne parlent pas. Certains d'entre eux ont fui le pays pour échapper aux pressions que la Russie exerçait sur eux. Plusieurs personnes dans cette enquête ont même été assassinées. On n'a jamais retrouvé, bien sûr, on n'a jamais retrouvé de coupables pour les assassinats, mais toujours est-il qu'ils ont été tués de manière très semblable et au moment où ils devaient apporter leur témoignage pour cette enquête. Je vous fais pas de surprise, la conférence qu'Alexandre a décidé de donner avec ses 4 collègues n'a pas plu du tout aux dirigeants de la Russie et du FSB, qui ont décidé de le mettre en prison. On peut pas mettre quelqu'un en prison juste pour une conférence de presse, évidemment. Donc il n'avait pas d'accusation fondée à mettre sur le dos d'Alexandre et de ses collègues. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis Alexandre et ses collègues en prison avec de fausses accusations sur leur dos pour pouvoir les garder en prison le plus longtemps possible. Alors cette incarcération, elle va tout de même durer 8 mois pendant lesquels Alexandre a à nouveau subi des menaces, des pressions, etc. Et il y a même un témoignage où un agent du FSB s'est approché de lui et lui a dit « Il n'y a rien de plus à dire, on te tuera toi ou ton fils de 6 ans. Tu ne seras pas poursuivi pour crime parce que tu n'en as pas commis, mais tu seras poursuivi pour t'être opposé au système et l'avoir publiquement trahi. »
Après ces 8 mois d'incarcération, Alexandre va finir par passer devant le juge qui sera obligé de l'acquitter puisque les motifs ne sont pas suffisants pour le garder en prison. Sauf que à peine le verdict prononcé, des hommes armés de Kalachnikov sont rentrés dans le tribunal pour rechercher Alexandre, qui venait donc d'être libéré, qui venait d'être acquitté par le juge. Ils sont allés le chercher parce qu'il refusait que le juge ait prononcé un acquittement envers Alexandre. Ils l'ont kidnappé pour le jeter dans une autre prison. Alexandre a finalement pu sortir de prison peu après ça, mais il a évidemment perdu son emploi au FSB et révèle ne plus jamais s'être senti en sécurité au sein de son pays, donc de la Russie. Ce qui n'est pas super étonnant quand tu te fais juger et que on arrive à te kidnapper dans le tribunal par une milice armée. C'est pas super étonnant que le gars se soit pas senti en sécurité dans son pays. Le 1er novembre 2006, Alexandre déjeune dans une chaîne de restaurants très connue en Angleterre. Il a rendez-vous avec Marios Caramella, qui est connu pour être un escroc, mais qui prétend avoir des révélations à faire à Alexandre sur cette fameuse vague d'attentats que Alexandre a dénoncé dans son précédent livre et qu'il avait déjà dénoncé lors de la conférence de presse. Il lui dira notamment qu'il a des révélations à lui faire concernant le meurtre d'une des amies d'Alexandre qui était journaliste en Russie et qui a été assassinée dans des conditions assez louches et dont on n'a pas encore résolu le meurtre. À 16h30, il a un second rendez-vous, cette fois avec deux hommes du nom de Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtun. Ils sont tous les deux d'anciens membres du FSB et sont maintenant à la tête d'une société de sécurité. Le rendez-vous ne va pas durer très longtemps, tout se passe très bien, mais Alexandre a prévu de rentrer tôt, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de son arrivée en Angleterre et il a prévu de fêter ça avec sa femme ainsi que son fils autour d'un bon repas. La soirée se passe plutôt bien, mais vers 19h, Alexandre commence à ressentir de terribles douleurs au ventre. Il se tord de douleur et il comprend tout de suite que ça ne vient pas de la nourriture et il comprend qu'il a probablement été empoisonné. Il essaye alors de se laver l'estomac, il va par exemple avaler 2 litres d'eau, mais rien n'y fait. Alexandre n'arrive bientôt plus à se tenir debout et va devoir faire appel à un ami à lui pour l'aider et l'escorter jusqu'au University College Hospital de Londres, lorsqu'il explique être en réalité un ancien espion russe sur son lit d'hôpital. Comprenez bien que pour des médecins, quelqu'un qui rentre et qui dit avoir été empoisonné et être ensuite un ancien espion russe, au début, les médecins, clairement, ne vont pas le croire, jusqu'à ce qu'il explique faire également partie du MI6, donc le service secret anglais, et demander à voir un de ses collègues pour confirmer son identité. Des agents du MI6 vont alors être appelés et envoyés dans la chambre d'Alexandre et vont confirmer les dires d'Alexandre qui, du coup, prétend ne pas s'appeler Edwin Carter comme il s'est présenté à l'entrée de l'hôpital, mais bien Alexandre Litvinenko, et ils reconnaissent qu'il est effectivement un ancien espion russe qui a trouvé l'asile politique en Angleterre. Pendant ce temps-là, les médecins continuent leurs analyses. Ils ne comprennent pas trop ce qui se passe puisque Alexandre a des symptômes d'un empoisonnement avec des produits radioactifs, mais les rayons gamma ne sont détectés absolument nulle part. Donc les rayons gamma, c'est ce qu'on va détecter en général lors d'un empoisonnement avec par le biais d'un matériau radioactif. Ici, il n'y en a aucun dans les analyses, alors qu'Alexandre présente tous les symptômes de l'empoisonnement radioactif. Il s'affaiblit, il est hyper malade, il n'arrête pas de vomir, il a le teint d'une couleur absolument atroce, et pourtant, aucune analyse ne va confirmer les soupçons ni des médecins, ni d'Alexandre. Après 12 jours d'hospitalisation, Alexandre commence à perdre ses cheveux, ses reins et son foie sont très affaiblis. Ils vont d'ailleurs finir par arrêter de fonctionner, tout simplement. Les médecins n'arrivent toujours pas à trouver quelle substance aurait bien pu empoisonner Alexandre et sont complètement désemparés puisque tant qu'on ne sait pas ce qui a causé cet empoisonnement, on ne peut pas entamer, on ne peut même pas essayer de sauver Alexandre puisqu'on ne sait même pas contre quoi on se bat au juste. La police va alors refaire le parcours de Litvinenko la journée où il est tombé malade. Il s'est réveillé chez lui, comme tous les jours, il est parti en transport. Il a rejoint donc Marios Caramella pour son premier rendez-vous à la chaîne Itsu. Ils trouveront bien du polonium au restaurant Itsu, sauf que ils vont trouver ce polonium mais à une autre table
pas à la table où étaient assis Alexandre et Mario lorsqu'ils ont déjeuné ensemble, ce qui est déjà bizarre puisque comme je vous ai expliqué plus tôt, c'est un matériau très rare qui est produit à 100 grammes uniquement par an. Donc il est pratiquement impossible qu'à un moment simultané, 2 personnes se baladaient dans cette ville avec la même substance sur eux. C'est quasiment impossible. Eh bien, les enquêteurs vont tout simplement se rendre compte que Alexandre avait déjà eu rendez-vous avec Dimitri et Andrei 2 semaines avant son empoisonnement, et il se trouve qu'il avait eu rendez-vous avec eux au Itsu, ce qui explique la présence de polonium à cette table puisque c'est la table où il avait déjà mangé avec eux lors de leur première rencontre. Après l'échec de cette première tentative, Lugovoy était d'ailleurs revenu seul de la Russie vers l'Angleterre, et on va découvrir que l'hôtel où il a séjourné était infesté de radiation. Les experts qui sont allés analyser, tester la chambre où il avait séjourné sont sortis en courant de la chambre tant le taux de radiation était élevé. Et l'un d'entre eux va d'ailleurs dire qu'ils sont sortis plus vite qu'Usain Bolt, tellement ils ont eu peur du taux de radiation dans la chambre. Plusieurs jours après sa mort, des experts ont enfin pu procéder à l'autopsie d'Alexandre, ce qui n'était pas une mince affaire puisque même plusieurs jours après son décès, il avait plus de 100 fois la dose mortelle de polonium à la surface de sa peau. Et le médecin légiste va d'ailleurs expliquer que lorsqu'il ouvre le corps de Litvinenko pour aller voir les organes pratiqués à l'autopsie, le polonium a entièrement dissous les tissus et les organes d'Alexandre. Le 4 décembre 2006, les agents du MI6 sont donc envoyés en Russie, et aussitôt, dès qu'ils arrivent à leur chambre d'hôtel, ils vont mettre en place toutes sortes de petits pièges pour vérifier tout simplement que le FSB ne va pas se rendre dans leur chambre, les espionner, qu'il n'y a pas de micro ou autre. Et après l'installation de ces petits pièges, ils vont tous se coucher puisqu'ils savent très bien que le lendemain, ils ont rendez-vous avec les dirigeants de Russie pour poser des questions et faire avancer l'enquête. Le lendemain matin, les agents du MI6 ont leur premier rendez-vous avec le député de l'ambassade ainsi que le procureur et leur expliquent qu'ils doivent à tout prix interroger Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtun pour la poursuite de leur enquête. Ils vont également leur dire qu'ils pensent que les deux se situent au Nuclear Hospital 6, qui est un hôpital qui à l'époque avait été ouvert pour traiter les victimes de Tchernobyl. Donc Tchernobyl, la catastrophe nucléaire la plus connue, je pense, au monde. Les autorités russes vont tout simplement prétendre ne jamais avoir entendu parler de cet hôpital. Ils vont même prétendre que l'hôpital n'a jamais existé, qu'ils n'en savent rien, et que si eux ne savent pas où se situe Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtun, comment est-ce que les autorités anglaises pourraient le savoir? Cet entretien ne leur a pas apporté énormément d'informations, mais ils décident quand même de retourner à leur hôtel et de poursuivre les investigations demain en laissant un temps de réflexion, en se disant que peut-être ils auront plus de chance demain. Ils retournent à leur chambre d'hôtel et reçoivent un appel vers 17h d'un agent russe qui les informe que Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtun sont bien au Nuclear Hospital 6 et qu'ils peuvent s'habiller, se préparer et qu'ils vont être escortés jusqu'à ce fameux hôpital. 10 minutes plus tard, et après avoir embarqué leur matériel pour l'interrogatoire d'Andrei Lugovoy et de Dimitri Kovtun, les voilà donc installés dans un véhicule escorté par les autorités russes qui vont les emmener vers ce fameux hôpital où ils pourront retrouver les protagonistes. Un agent va d'ailleurs expliquer qu'il trouvait le trajet étrange puisque la voiture devant eux qui était censée les guider n'arrêtait pas de prendre des routes et puis d'indiquer par après que c'était une erreur. Il faisait des demi-tours à des endroits où c'était pas du tout autorisé. Il les faisait beaucoup tourner en rond et repasser dans les mêmes endroits. Et l'agent va déclarer plus tard qu'il a vraiment eu l'impression que c'était une technique de la part des autorités russes pour gagner du temps et surtout pour les décourager pour la suite de l'enquête. Lorsqu'ils vont enfin être autorisés à interroger Lugovoy, l'interrogatoire ne sera pas plus crédible à leurs yeux que le premier, puisque les mêmes conditions sont réunies. Donc, ils ne sont pas autorisés à emporter une caméra, un enregistreur audio et encore moins un interprète, puisqu'on leur en met un à disposition par défaut. Mais les agents du MI6 se disent tout simplement qu'ils vont prendre des notes de toute façon pendant cet entretien et qu'il leur suffira de les comparer par la suite aux enregistrements audio qu'on leur aura remis. Donc ils dépendent pour cet interrogatoire du matériel russe mis à disposition
mais encore plus étrange lorsqu'ils rentrent dans la pièce et qu'ils y voient Lugovoy, qui est, rappelons-le, censé être traité pour une exposition au polonium, donc quelque chose d'extrêmement toxique et radioactif. Il porte en fait ses vêtements de la vie de tous les jours sous sa blouse d'hôpital. Donc l'agent du MI6 dira par la suite qu'il est persuadé que le suspect, donc Lugovoy, a juste été amené à l'hôpital avant l'interrogatoire et a pu rentrer chez lui après, et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas enlevé ses vêtements en dessous de la blouse d'hôpital classique. On le prévient également que l'interrogatoire se déroulera entièrement en russe puisque Lugovoy ne parle pas anglais. À la fin de cet interrogatoire, Lugovoy se tournera vers l'enquêteur avec un grand sourire pour lui dire « Good luck with your investigation », ce qui veut dire « Bonne chance avec votre enquête » en anglais, alors que Lugovoy avait affirmé ne parler que le russe. L'entretien avec Lugovoy, le second suspect, était prévu 6 jours plus tard, sauf que pour des raisons que les agents du MI6 ignorent, il a été annulé à la dernière minute par les autorités russes, qui vont également leur communiquer que l'état de Kovtun s'est dégradé extrêmement vite et qu'il est maintenant plongé dans le coma. Après ce coup de téléphone qui leur annonce que l'entretien est annulé, l'équipe du MI6 n'a pas d'autre choix que d'attendre que la situation se débloque et que l'enquête puisse se poursuivre. Sauf que l'un des agents de l'équipe va expliquer se sentir terriblement mal. Il a des vomissements, il a mal au ventre et comprenez que pour une enquête qui traite d'un empoisonnement par quelqu'un qui a bu une tasse de thé, la panique commence à assez vite s'installer dans l'équipe puisque lorsqu'ils ont été reçus, rappelez-vous, par les représentants russes, en fait, ils ont accepté une tasse de thé et l'un de leurs agents est en train de tomber assez malade puisque il a des vomissements à répétition et doit constamment se rendre aux toilettes. Du coup, il va vraiment y avoir une espèce de parano qui va s'installer dans l'équipe, de savoir si eux aussi n'ont pas été empoisonnés par les Russes pour mettre fin à leur enquête et surtout à leurs questions assez gênantes. Au final, plus de peur que de mal puisque ça avait l'air d'être tout simplement un virus de type gastro ou quelque chose du genre. Mais l'agent est persuadé que ce virus leur a été donné intentionnellement pour les affaiblir justement pendant leur enquête et pour les motiver à quitter plus vite le territoire et à rentrer plus vite en Angleterre que prévu. Les agents sont enfin prêts après 2 semaines d'enquête en Russie à rentrer en Angleterre. Ils doivent juste aller voir le procureur général qui a insisté pour faire la remise en main propre des preuves et que celles-ci soient filmées. Donc ils vont aller récupérer les cassettes enregistrées grâce au matériel russe dans les hôpitaux, vont remercier la Russie d'avoir collaboré et vont embarquer pour leur avion direction l'Angleterre. Sauf qu'une fois arrivé en Angleterre, un des agents va recevoir un coup de fil lors duquel on va lui demander s'il y a une seconde cassette de l'entretien de monsieur Lugovoy. L'agent ne va pas comprendre tout de suite pourquoi on lui pose cette question, mais malheureusement son collègue a compris immédiatement que si on posait cette question, c'était que la cassette n'avait jamais embarqué avec eux en Angleterre. Ils ont simplement compris que les preuves ne sont jamais rentrées avec eux. 1 mois après le décès d'Alexandre, l'enterrement peut enfin avoir lieu et le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas un enterrement classique puisque même après 1 mois, son corps était encore tellement radioactif qu'il a dû être enterré dans un cercueil de plomb. Marina, sa veuve, sera alors informée que si elle veut un jour sortir le cercueil de sa tombe, elle devra attendre au minimum 30 ans. Il a été enterré au cimetière de Highgate à Londres. Il avait alors 44 ans. L'enquête ne s'arrête pas là et les policiers sont toujours convaincus qu'il a été empoisonné par Lugovoy et Kovtun, mais reste encore à le prouver. Ils vont alors se diriger vers l'hôtel Millennium où Alexandre avait rencontré Lugovoy et Kovtun le jour de son empoisonnement présumé et il leur avait expliqué que la théière était déjà sur la table lorsqu'il était arrivé au rendez-vous. Il avait alors décidé d'en prendre une tasse, mais pour une raison qu'il ignorait, il le trouvait amer et le thé ne lui plaisait pas, il n'a donc pas terminé la tasse. Et il faut savoir que malgré plusieurs lavages, le polonium étant une matière extrêmement puissante et radioactive, quoi qu'il arrive, les enquêteurs savaient très bien qu'ils pourraient retrouver la théière, la tasse ainsi que la cuillère qui avait servi ce jour-là. Et ils ont tapé juste puisque, après des analyses, ils ont retrouvé tout ce qui avait été en contact avec le polonium le jour de l'empoisonnement.
Les preuves pourront alors être amenées au procureur du roi dans l'espoir qu'elles servent à un futur procès. Après l'assassinat d'Alexandre, une question se pose tout de même, c'est quel en était le mobile? Pourquoi est-ce que Lugovoy et Kovtun auraient reçu l'ordre d'assassiner Alexandre si celui-ci ne posait plus de problème à la Russie, puisqu'il ne faisait plus de révélations, il avait immigré, comme on l'a vu, en Angleterre, il avait une vie plutôt rangée avec sa femme et son fils. Quelles ont été les raisons de cet ordre d'assassinat? En fait, on apprendra qu'un an auparavant, Alexandre avait déjà eu rendez-vous avec Lugovoy, qui lui faisait croire qu'il montait une affaire de détective privé. À la même époque, Alexandre devait témoigner lors d'un procès qui allait se tenir en Espagne contre un groupe de criminels russes, et il devait notamment expliquer lors de ce procès qu'il avait découvert des liens très sérieux entre Poutine et ce groupe de criminels. Le MI6 en a alors déduit qu'Alexandre avait probablement commis l'erreur d'en parler à Lugovoy lors d'un de leurs entretiens. Lugovoy qui, du coup, dès son retour à Moscou, aurait fait remonter l'information jusqu'à Poutine. Kovtun, quant à lui, avait rencontré un ami restaurateur 2 jours avant le meurtre, lui expliquant qu'il avait un poison très puissant à donner à un traître et lui demandant s'il pouvait lui présenter des cuisiniers qui pourraient l'aider à cacher ce poison pour lui faire ingérer plus facilement. En mai 2008, le procureur du roi a officiellement demandé l'extradition de Lugovoy et Kovtun pour les charges de meurtre. Ceux-ci ont nié les accusations dans les médias russes et à l'époque, Theresa May a refusé de poursuivre l'enquête, tout simplement parce qu'elle avait peur d'entacher les relations commerciales que l'Angleterre entretenait avec la Russie à cette époque. Elle a finalement changé d'avis en 2014 à cause de la pression de ses collègues et du gouvernement britannique. La même année, Sir Robert Owen rendra son verdict et déclarera « Il y a de fortes raisons de croire que Lugovoy et Kovtun ont empoisonné Litvinenko sous les ordres du FSB et que cet ordre ne pouvait être approuvé que par Poutine en personne. » Il déclare qu'il fonde ses conclusions sur des preuves, mais qu'en raison de leur caractère sensible, elles ne seront pas divulguées au public. Les autorités russes ont déclaré avoir pleinement collaboré avec la police britannique pour l'enquête et qu'il est inacceptable que le jugement ait conclu que l'État russe soit impliqué dans la mort de M. Litvinenko. Par ailleurs, Lugovoy ne sera jamais extradé puisqu'il est nommé en 2007 à la Douma, donc le Parlement russe, ce qui lui confère l'immunité parlementaire depuis. Et il aura également déclaré ne pas souhaiter collaborer à l'enquête. Alexandre Litvinenko est cependant loin d'être le seul opposant à Poutine qui est décédé dans des circonstances assez intrigantes, puisque pour ne reprendre que quelques cas, le 15 juillet 2009, Natalia Esterimova, une journaliste russe et militante des droits de l'homme, est enlevée et retrouvée criblée de balles quelques heures après sa disparition. La même année, le 16 novembre, Sergueï Magnitsky meurt dans une prison de Moscou. Il était maltraité et privé de soins pendant son incarcération et il avait dénoncé la corruption dans l'entourage de Poutine. La thèse du suicide a été avancée, mais les circonstances restent très floues. Il avait également fui la Russie après avoir dénoncé la corruption dans le FSB. En 2017, Vladimir Kara-Murza, un ancien journaliste et historien, a été empoisonné à 2 reprises. Il est tombé 2 fois dans le coma et les médecins ont affirmé qu'il avait été empoisonné avec une substance inconnue. Il a survécu à ces 2 tentatives et à 36 ans, il avait poussé les États-Unis et l'Union européenne à émettre des sanctions à l'encontre de Poutine et son entourage. Tristement, c'est ainsi que je vais conclure l'histoire d'Alexandre Litvinenko, qui sera décédé à l'âge de 44 ans après avoir subi cet empoisonnement de la part de ses anciens collègues. Voilà tout le monde, c'est tout pour moi pour cette histoire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas aussi à peut-être me parler d'autres histoires qui vous fascinent dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker, à vous abonner à la chaîne. J'espère que ce sera le cas et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!